Eh bien bonjour, aujourd'hui, moi je suis ravie de recevoir quelqu'un que je lis très régulièrement et qui s'appelle Olivier Babot. Bonjour Olivier Babot, alors je vais quand même un peu vous présenter avant que vous me disiez bonjour. Olivier, tu es économiste, professeur des universités, essayiste et président de l'Institut Sapiens. Bonjour et merci de venir nous voir à l'occasion de la sortie du livre L'ère de la flemme. Et je le montre là pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Merci de ton invitation, je suis ravi d'être là. Ben merci. Alors, moi, une petite... Allez, je fais c'est pas ma petite pique, mais je fais ma petite fille. Quand je t'ai contactée, je lui dis « Ah, mais viens au podcast et tout. » Puis tu me dis « Mais moi, j'écris pas sur l'alimentation. » Et je dis « Mais dans ma tête, je dis « Mais chaque page de ses livres transpire d'alimentation. » Mais peut-être que lui n'a pas fait le lien parce que c'est pas son quotidien et que moi, c'est mon quotidien et que je cherche en fin de compte des références sociologiques pour me dire « Mais oui, mais pourquoi tout d'un coup, les gens font comme ça ?» Et donc... Une de mes premières questions, c'est quand tu parles de la flemme, est-ce que tu parles d'un défaut plutôt individuel ou est-ce que tu penses que c'est l'environnement maintenant, notre société, ou l'environnement familial ou la cellule, enfin appelle ça comme tu veux, qui rend l'effort moins nécessaire ? Ouais, c'est à mon avis, la capacité de faire des efforts, on l'a toujours autant à travers les époques, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, que ce soit donc un jeune d'aujourd'hui ou autrefois, on n'est pas devenu plus paresseux ontologiquement, si Ouais. tu veux. Hein. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'environnement socioculturel, symbolique, technologique, n'a plus rien à voir. Et ce que j'essaie de montrer dans l'ère de la flemme, c'est qu'on vit à une époque où les raisons de faire des efforts ont méthodiquement disparu. Toutes les raisons qui autrefois faisaient que ta vie était une vie d'effort pour survivre, pour appartenir à la société, pour te réaliser, c'était une vie où il fallait faire des efforts, où tout n'était pas donné comme ça, où n'était pas donné sans une dose importante d'effort. Eh bien, aujourd'hui, tous ces piliers se sont effondrés. On est dans une société qui a favorisé l'absence d'effort ou la flemme. Et donc, les gens sont pas plus flemmards, ils ont des comportements qui sont plus flemmards. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait le dire. Mais alors moi, quand j'ai découvert ton livre, j'ai regardé et puis j'ai vu que c'était historique en fin de compte. Ouais. C'est pas il y a 3 semaines que tout d'un coup on est devenu flemmard. Ça s'est installé dans le temps. Ouais. Donc en fin de compte, est-ce qu'on peut dire que c'est une responsabilité individuelle si tu voulais faire un petit historique, ou est-ce que c'est une évolution de cette société qui est comme ça et on verra à la fin où est-ce qu'on va si on continue comme ça? Moi, ça m'a fait un peu peur en vérité. Hein. J'ai eu un peu peur quand j'ai lu le livre. Bah, le paradoxe et l'aspect rigolo, c'est qu'en fait, le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une civilisation qui nous épargne tous les efforts, c'est l'aboutissement précisément des efforts de centaines de générations qui nous ont précédés, puisque l'histoire de l'humanité peut être lue comme l'histoire du développement de toutes les techniques et technologies qui permettent d'éviter les efforts, d'avoir des machines, des animaux de trait. Alors, à une époque, c'était les esclaves qui faisaient les efforts à notre place pour qu'on n'ait pas à faire les efforts qu'on avait envie de s'épargner. De plus en plus, on a des technologies qui nous permettent de ne plus faire ça, donc qui nous permettent de cultiver massivement, là où autrefois il fallait 5 cigus pendant une journée pour 1 hectare, pour faire moissonner 1 hectare. Jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Aujourd'hui, évidemment, quasiment une seule personne peut faire des centaines d'hectares parce que c'est des machines demain, probablement des trucs qui vont être très, très automatisés. Et donc, en fait, c'est une démultiplication des efforts qu'on peut même qualifier en joules. Hein. C'est comme si on avait des esclaves qui travaillaient pour nous, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a utilisé les hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est une sorte c'est un nombre d'esclaves. Et donc, on est à l'aboutissement de ce processus. Ouais. C'est-à-dire que le processus où, ça y est, les technologies vont nous permettre d'éviter tous les efforts, y compris les efforts intellectuels d'ailleurs. Ouais, alors moi j'entendais toujours, mais je la connaissais là, le travail c'est la santé. Et là je me dis, en fin de compte, si on n'a plus d'objectifs, en fin de compte, le travail, c'est quand même, ça donne un sens, ça rythme la vie, ça permet de rencontrer des gens, de faire, voilà. Et je me dis, mais est-ce que c'est pour ça qu'on a tant de gens qui sont, allez, on va le dire comme ça, à côté de leur pompe, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont en espèce d'errance, comme ça, dire ouais, je sais pas où je vais et tout. Est-ce que c'est parce qu'en fin de compte, ils n'ont plus rien à faire ? C'est possible. C'est l'économiste John Maynard Keynes qui, dans les années 30, voyait venir
il avait déjà prévu, c'est déjà assez fort, dans les années 30, il est prévu l'arrivée de la société des loisirs, donc le fait que le travail allait prendre moins de place dans nos vies. Et il avait dit déjà à l'époque, dans les années 30, il dit mais on ne peut pas voir arriver la société des loisirs sans effroi. Pourquoi sans effroi? Parce que c'est très dur de ne plus avoir la structuration extrême donnée par le travail. Pendant très longtemps, la sens de ta vie n'était pas une question, puisque ta vie était dans un travail qui prenait l'essentiel de ta vie, qui allait structurer d'ailleurs ta place sociale, ton existence sociale. Tu n'avais pas de problème à te poser, en fait. Et aujourd'hui, être dans un monde où de plus en plus tu ne te définis pas par le travail, voire tu n'as pas de travail ou tu ne travailles pas dans la vie, c'est quelque chose qui est très profondément déstructurant, ce que je montre aussi dans la tyrannie du divertissement. C'est que se construire à travers les loisirs, ça demande en fait beaucoup d'autodiscipline. Et très souvent, on a confondu le fait qu'on a jeté le travail ou qu'on a oublié le travail avec le fait d'oublier l'effort, avec le fait d'oublier la capacité de travail sur soi, d'autodiscipline, la capacité à essayer de se construire dans une action volontaire et active qui souvent demande ce qu'on appelle des efforts. On aurait peut-être dû d'ailleurs définir. L'effort, c'est quoi? C'est la mise à distance du plaisir immédiat. C'est-à-dire que tu vas ne pas prendre le plaisir tout de suite, peut-être même parfois souffrir en quelque sorte, au sens tu souffres quand tu fais un marathon, quand tu essaies de soulever de la fonte à la salle de gym, pour avoir demain des capacités, un plaisir supérieur qui sera donné par ces capacités. C'est ça, c'est la mise à distance du plaisir. J'ai une autre définition de l'effort. L'effort, c'est ce que ton moi de demain aimerait que ce que ton moi d'aujourd'hui fasse. Voilà. Mais pourtant, moi j'ai l'impression, on habite Paris, on peut le dire, et on enregistre à Paris, et tout le monde fait du running. Moi j'ai l'impression qu'ils font tous du sport, qu'ils font tous attention. Il faut faire gaffe aux impressions. Si je regarde, moi dans mon secteur, l'alimentation, ils veulent tous chercher de l'alimentation saine et durable, et qu'en plus ils cuisinent. Mais en réalité, quand je te lis, j'ai plutôt, alors attention, les mots vont voler, qu'on est dans l'ère du crétinisme et sur son canapé en train à attendre que le train passe ou que la vie passe. J'ai plutôt l'impression de ça, alors qu'on vend beaucoup de chaussures de running. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le biais de visibilité. Par définition, les joggers, tu les vois, donc tu as l'impression qu'il y en a plein. Les gens qui sont sur leur canapé, tu les vois pas parce qu'ils sont sur leur canapé, ce qu'on appelle un biais de visibilité. Les stats sont très mauvaises du point de vue de l'exercice physique. Il y a beaucoup de jeunes qui font absolument aucun exercice. On est d'ailleurs encore plus sédentaire depuis le Covid. On sort moins, on voit moins ses amis en vrai, on fait moins l'amour, on s'engage moins dans les associations ou dans les activités extérieures. Donc malheureusement, non, ça ne progresse pas beaucoup. Il y a alors des stats terribles sur la perte des capacités pulmonaire chez les plus jeunes. On dit que jusqu'à un quart de capacité pulmonaire qui serait perdue depuis les années 90. C'est-à-dire que là où ce que les jeunes savaient parfaitement faire autrefois, aujourd'hui, parce qu'on ne sort plus assez, parce qu'on est trop sédentaire, on n'arrive plus à le faire. La réalité, malheureusement, des chiffres, c'est plutôt ça. Il y a plein de gens qui sont concernés par la bonne bouffe et la cuisine, mais enfin, la réalité, c'est plutôt celle du fast-food, de la mauvaise bouffe, du ready-made, du truc tellement prêt que t'es prêt à payer même pour qu'on ait déjà coupé tes pommes de terre. Le truc qui me sidère, c'est parfois tu es prêt à payer pour que le hamburger soit déjà fait. Alors franchement, tu achètes un buns et tu achètes un steak. À la limite, tu peux te le faire, le hamburger, etc. Mais le truc, que ça soit déjà fait, que la pomme de terre soit déjà coupée, ça montre, et on pourrait même quantifier, puisque tu prends le différentiel de prix entre, je sais pas quoi, la mangue pas coupée et la mangue coupée, ce que tu es prêt à économiser, ce que tu es prêt à payer, pour ne pas avoir à faire les quelques minutes de découpe. C'est ça, c'est drôle. Ah, t'inquiète, je vais te passer à la question sur l'alimentation parce que ça. Mais j'avais plein de questions. Une, j'aurais même dû te la poser au début, mais comment te vient l'idée et où tu observes ça pour te dire, mais tiens, là, il se passe un truc. Moi, par exemple, l'alimentation molle, c'était à force de voir des trucs comme ça. De voir des gens manger, puis de toucher les aliments. Je dis, ça a plus de texture, ça a plus de sens. Ouais. Et je me suis dit, mais comment ça, oui. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, ça, c'est fort. Je me dis, mais où il les a vus, ceux-là Moi, je voyais bien, j'ai des étudiants comme toi qui, ils sont un peu... ils font pas grand-chose, mais je me dis, il y en a quand même qui bossent un peu, quoi. Et je me dis, comment ça t'est venu, cette idée, en fait, compte de cet opus-là ? En fait, c'est comme dans la lettre volée d'Alan Poe, c'est les trucs les plus évidents qui sont sous nos yeux. En fait, il faut recoller les morceaux. Alors, souvent, les livres, en fait, c'est que tu tires un fil de la pelote, et puis petit à petit, le fil vient. Donc, le tyrannie du divertissement, c'était se poser la question de la crise de notre rapport au temps libre. Et à la fin, je me posais la question, mais pourquoi on a autant de mal à bien utiliser son temps libre de façon active ? Pourquoi on se laisse perdre dans le divertissement ? Précisément parce que les mécanismes pour faire l'effort
d'avoir un loisir actif, ces loisirs ces mécanismes sont détruits. Et ça m'a mené à l'ère de la flemme. Et en fait, au bout d'un moment, quand on commence à analyser, un peu comme toi avec l'alimentation, où tu finis par dire mais il y a l'alimentation partout, c'est vrai, tu le vois là où moi-même, toi, j'avais la tête quelque part, je regarde ailleurs, et puis quand tu me le dis, mais oui, c'est vrai, tu as raison, on parle beaucoup d'alimentation sans s'en apercevoir. En fait, on se rend compte que la flemme, elle est partout. La société du tout de suite, la société du Deliveroo, du repas en 30 minutes chez toi sans que tu aies à faire l'effort, la société où tu vas mâcher des aliments de plus en plus mous et de moins en moins durs, et puis de façon générale, au-delà de l'alimentation, plein de choses, celles qui proposent d'être toi-même, d'arriver comme tu es, de ne pas faire l'effort d'être celui que la société veut que tu sois, mais d'imposer à la société ce que tu veux être, ce qui est une perspective radicalement différente de celle de nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, estimaient que la société, qu'ils avaient une dette envers la société et pas le contraire, et que c'était à eux de prendre la place que la société voulait qu'ils prennent, et non pas d'imposer à la société ce qu'on était, etc. Donc ce changement, quand cette grille de lecture, de la flemme, du rapport à l'effort, du travail sur soi, du fait de s'adapter, de mettre à distance le plaisir immédiat, une fois que tu la colles sur le monde actuel, tu découvres énormément de choses et que tu dis, bah oui, y a une crise générale de l'effort qui peut s'appliquer à plein de domaines. Mais moi, quand je lis ton livre, je me dis, je le vois bien en Occident, mais je le vois moins peut-être sur des pays comme l'Asie. Je pense à la Chine, par exemple, le Japon, ou l'Afrique peut-être, où il y a encore beaucoup de collectifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jugement de valeur par rapport au collectif, par rapport au clan. Parce que du coup, pour moi, alors, il faut que j'arrête de dire du coup, comme d'habitude, je vois toujours un peu cette idée de l'individualisation dont je parlais avec Jean-Pierre Poulain, c'est-à-dire qu'on est devenu tellement individuel à regarder son nombril qu'en fin de compte, on se regarde même flimardé, quoi. Enfin, et je me dis, mais c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on a une crise de collectivité, enfin de collectivisme, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire de société, mais juste, allez, on parle juste de faire société ensemble. Je sais pas si toi, ça t'avait inspiré ça. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, dans le livre, je montre que c'est un problème qui est un problème des vieilles démocraties. En fait, c'est un problème de l'Occident, de façon générale, pour parler rapidement, qui se pose avant tout dans ces vieilles démocraties dans lesquelles nous vivons. Vieilles démocraties, alors c'est vrai, probablement héritières du christianisme, soit du protestantisme, soit évidemment du catholicisme, mais qui ont cette caractéristique de individualisme qui aujourd'hui, en perdant les structures sociales collectives, a en effet, fait disparaître l'une des raisons très importantes qu'on pouvait avoir autrefois de faire des efforts, qui était l'appartenance au collectif. Le fait que, comme on appartenait à la société, on était obligé de se plier à ses règles. Et se plier à ces règles, et je le montre dès les tribus premières, appartenir à une tribu, c'était du boulot. Devenir un chasseur reconnu dans la tribu, c'était tout un rite d'initiation, souvent extrêmement cruel, extrêmement dur. Je parle de la cryptie, d'ailleurs, à Sparte aussi. Tu pars pendant 1 an dans la forêt et tu reviens si tu arrives à survivre en fait. Et puis sinon, tu as de la scarification, tu as des bouts de doigts, enfin c'est un truc extrêmement dur. Et c'est le prix à payer pour rentrer dans le collectif. Et le fait aujourd'hui que nous sommes dans cette situation d'individualisme extrême a créé ce fait où on se rend compte qu'on ne doit plus rien à la collectivité. Ça existe effectivement seulement chez nous, probablement pas du tout en Afrique, et très différemment en Asie, où aussi, en Asie, il y a aussi une différence, c'est que le souvenir du moment où on avait faim, le moment où il y avait des tickets de rationnement, est encore là. Souvenir, la Corée du Nord est repartie, la Corée du Sud, pardon, la Corée du Nord, ils sont toujours malheureusement là-dedans, mais la Corée du Sud, ils sont partis de zéro en 1953. La Chine, encore quasiment à la fin des années 90, ils étaient encore pour beaucoup dans un ticket de rationnement au Moyen-Âge. Donc ces gens-là ont le souvenir physique. Il y a encore des gens qui sont capables, comme des gens ont été pendant longtemps capables de nous parler de la Seconde Guerre mondiale, il y en a de moins en moins malheureusement, des gens qui étaient là et qui peuvent nous dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment c'était. Et donc forcément, tu vois le rapport entre l'effort et le confort. Tu vois que le confort est obtenu au prix de l'effort. Or, nous, ça fait quand même beaucoup de générations que nous avons complètement lâché ce lien. On a l'impression que notre confort, que le fait de manger à notre faim tous les jours, que le fait de ne pas se poser de problème pour notre repas de demain, est un truc qui est évident, que c'est tenu pour acquis. Que le fait que ces rayons soient pleins est quelque chose qui arrivera toujours comme par une sorte de magie. En fait, on oublie que tout ça, c'est très fragile. Et c'est le fruit aussi de conditions socio-historiques, d'efforts aussi d'ailleurs de nos aïeux, et puis de conditions qui sont fragiles. Voilà. On est très naïfs en fait. C'est vrai.
Alors, merci de me tendre la perche vers l'alimentation. Parce que Mmh. moi, je te dis, mais dans tous tes livres, ça transpire pour moi de l'alimentation, mais peut-être que bon, parce que je suis peut-être focusée là-dessus. Et c'est vrai que quand moi, je regarde l'alimentation actuelle, les plats prêts à manger, et puis où on réduit de plus en plus le temps même de mise en réchauffe. Ouais. En 30 secondes. Ouais. C'est-à-dire la promesse, c'est en 30 secondes, tu vas Mmh. pouvoir manger. Le fait le temps de repas se réduisent aussi, c'est-à-dire Mmh. qu'on passe peu de temps à cuisiner quand on cuisine, mais peu de temps à même ingurgiter le repas. La livraison, la disparition de la cuisine en tant que pièce. Moi, j'avais écrit tout un truc Ouais. et je m'étais fait, mais quasiment, C'est si on qu'il y a venait même pas des me endroits sans menacer. cuisine maintenant, il Ouais, paraît, en chez dans Asie, certains en sans Asie. cuisine, ouais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est la seule pièce qu'on peut remplacer, à contrario peut-être d'une toilette ou d'une salle de bain. Mmh, mmh mh. Est-ce que tout ça, c'est aussi des manières d'éviter l'effort, d'éviter, moi, ce que j'appelle, mais je l'ai aussi lu dans les lignes chez toi, la friction, le truc qui gratte, le poil à gratter, en fin de compte. Est-ce que pour toi, tous ces nouveaux systèmes d'alimentation, est-ce que c'est aussi une manière de pas se faire de mal? C'est-à-dire que cuisiner, c'est compliqué, quoi. Oui, Est-ce que... c'est sans doute un rapport à la satisfaction immédiate qui fait qu'on ne supporte plus le délai. On veut que, tu sais, c'est Freud qui explique que quand on a un petit bébé, il est dans le principe de plaisir. C'est-à-dire qu'il associe le fait de désirer au fait de d'avoir tout de suite la satisfaction de son désir. Il ne comprend pas pour quelle raison il y aurait un décalage entre son désir et la satisfaction Mm. de son désir, de boire le Mhm. biberon, etc. Et il montre, Freud, que grandir, c'est passer du principe de plaisir au principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que parfois, il y a un décalage, parfois il est très longtemps, parfois il est très long, qu'il faut être capable de poursuivre son objectif pendant longtemps, que ça peut être difficile, que parfois d'ailleurs on est frustré. La frustration aussi est un apprentissage. Ça fait partie de ces éléments-là. C'est très intéressant. Notre rapport à l'alimentation, il est probablement à la fois le symptôme et la cause d'une forme de crise civilisationnelle dont le rapport à l'effort est l'un des éléments, hein, de toute évidence. C'est qu'on ne supporte plus cette mise à distance du plaisir. Et puis, ce moment collectif aussi, où on payait notre tribut à la collectivité en faisant partie d'un rite qui était le rite d'être en famille, de déjeuner, de prendre un repas avec les autres. Et à ce moment-là, le repas n'était pas juste un moment physique, de besoin physique, où on devait se sustenter. C'était le moment où on faisait société. Ce n'était pas seulement un moment où on allait s'alimenter. C'était un moment important de rituel d'agrégation sociale. On n'est pas du tout dans la même perspective. Maintenant, évidemment, c'est, y compris dans les familles, je jette pas la pierre, parce que même père de 4 enfants, c'est jamais très facile d'avoir les mêmes temporalités, etc. Mais tu te rends compte qu'autrefois, moi j'étais élevé dans une famille où c'était important, on se mettait à table, quand c'est le week-end, 2 fois par jour minimum. Si c'est pas 3 avec le petit déjeuner, c'est toujours un peu différent. Et ce moment est un moment de rituel, aussi d'échanges sociaux, extrêmement important. Ça disparaît. Pourquoi? Ça disparaît parce qu'on se sent moins avoir de dette vis-à-vis du rituel. On est plus chacun aussi sur les écrans, malheureusement. Chacun est dans on n'est plus en homorythmie. On est en une espèce de rythme individuel complètement différent. Quelque part, c'est une liberté parce qu'on est devenu totalement libre, mais ça crée une très grande solitude aussi. Et puis, c'est aussi l'immédiateté qui fait qu'on ne se permet plus de poursuivre des buts qui sont plus élevés. Et donc, forcément, on va à l'alimentation la plus facile, le truc le plus mâché, le truc le plus préfet. Et je ne sais pas si tu as retenu ça dans le livre, c'est ça, l'idée de la société du baba. Peut-être que tu voulais me poser une question là-dessus, mais c'est génial, l'histoire du baba. Il faut le raconter. Bon. Le baba, inventé pour un roi de Pologne qui n'avait plus de dents, mais qui voulait quand même manger des pâtisseries. Et j'aurais pu te dire, je sais plus, je crois que je le dis dans le livre, mais c'est la même histoire que le fameux lièvre à la royale de Louis XIV. Louis XIV avait plus de dents à partir de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'avec le blanc de Céruse, avec du plomb, puis en fait, le fait que tu mangeais des sucreries. Oui, il mangeait beaucoup de sucreries. Beaucoup de sucreries avec une hygiène dentaire qui était déplorable. Tout ça, à 40 ans, plus de dents. Plus de dents, plus compliqué pour arriver à mâcher. Et il était très triste parce qu'il adorait le lièvre, Louis XIV. Et bien, on a inventé le lièvre à la royale. Qu'est-ce qui est royal? Ce qui est royal, c'est qu'il a été bouilli. Et donc, il a été tellement préparé que du coup, il est mangeable même sans dents. Et en fait, de plus en plus, on rentre, c'est l'image que j'ai prise dans un de mes chapitres, dans la civilisation du baba. La civilisation du pré-mâché, du tout de suite, tu n'as pas d'effort à faire pour profiter, ne t'inquiète pas. Et ça va très loin, même l'art contemporain peut être décrit comme étant la façon pour permettre à n'importe qui de rentrer tout de suite dans l'art, puisqu'il n'y a pas d'initiation, puisqu'il n'y a rien à comprendre en quelque sorte. Alors qu'autrefois, l'art, jusqu'au 19e siècle compris, ça nécessite du travail, il faut être un connaisseur, il faut, il faut connaître les thèmes bibliques, les thèmes mythologiques, historiques, les techniques, voilà, c'est pas du tout la même chose à partir du moment où tu rentres
un art contemporain qui est conceptuel, mais en fait qui est avant tout un art qui est fait pour être subjectif du côté de la personne qui regarde, n'importe qui regarde sera autant créateur de sens que quelqu'un qui a fait 20 ans d'études. Et bien ça aussi, c'est un aspect de cette civilisation, de la facilité, du tout de suite, de la société du baba. Alors moi, je connaissais celle du lèvre à la royale, mais franchement, j'ai découvert cette histoire du baba. Je connaissais plein d'autres histoires sur les aliments, mais celle-là pas. Et je me dis, suis contente d'avoir appris un truc sur les aliments. Ouais, non, mais heureusement que j'en apprends encore tous les jours. Mais est-ce qu'en fin de compte, manger, de la manière dont on parle, quand tu manges en dehors de ces trucs mollassons, machin, c'est une forme de souffrance? Moi, je te donne un exemple. Tous les dimanches, je fais une salade de fruits. Moi, j'adore les fruits. Et mes petites cousines à la maison et qui me disent comment tu fais une salade de fruits? Mais ça prend du temps. Elle me dit, tu t'imagines, il faut peler des légumes. En fait, j'avais l'impression qu'elle était en train de me dire que j'étais en train d'écarteler quelqu'un. Ouais, et donc je me suis dit, mais c'est en fin de compte, elle m'en parlait, mais de la manière. Elle me dit, mais tu sais, moi, j'ai un air fryer, quoi. Comme si c'était la panacée. Et je me dis, mais en fin de compte, pour elle, cuisiner, c'est une souffrance, quoi. Moi, ça me faisait penser à ça. Je me dis, mais en fin de compte, pour elle, manger une salade de fruits, si tu lui fais toute faite, ça va être plaisant. Mais en fin de compte, se dire, je vais acheter des fruits, je vais peler des fruits et tout, c'est d'un autre temps. Ma pauvre tante, ma pauvre cousine, t'es d'un autre temps, mais c'est une souffrance. Est-ce que tu penses que tu peux faire ce parallèle-là ou pas? Toi, tu le fais pas comme ça? Oui, parce que la souffrance aujourd'hui, c'est de ne pas avoir le plaisir tout de suite. C'est d'être dans quelque chose qui est préparatoire au plaisir, mais cette préparation, on n'accepte plus qu'elle soit trop longue, en fait. Il faut qu'elle soit le plus diminuée possible. Il y a même des boîtes, à un moment donné, qui se lançaient avec la promesse de vous fournir en 10 minutes. Ouais. Je racontais qu'autrefois, quand j'étais jeune, c'était il y a longtemps, mais enfin... Il y avait une entreprise qui promettait la livraison en 48 heures. Et déjà, ça paraissait extraordinaire. Aujourd'hui, 48 heures, c'est 1000 fois à l'infini. Non, mais ça y est, mais c'est fini. C'est 2 fois il a plus de clients. Tu as 48 heures, on dit, mais soit ça aux 48 heures ou un siècle, c'est pareil. 30 minutes, déjà, ça paraît assez long. Alors, 10 minutes, ça commence à être correct. Je voulais te poser la question plus tard, mais je vais te la poser maintenant parce qu'elle me trotte dans la tête tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'on peut remercier les GAFAM d'avoir optimisé ce concept de flemme? En tout cas, ça correspond... Ça a été avec accru. Ce Atawad. Non, mais oui, ça a été accru par le modèle économique des grandes plateformes, qui est un modèle qui est là d'abord pour vous brosser dans le sens du poil, parce qu'ils sont là pour maximiser le temps sur les plateformes. Pour le maximiser, il faut vous faire le plus de plaisir possible. Il faut vous hooker, il faut vous rendre dépendant, en fait, à la plateforme. Et pour être dépendant, il faut il faut absorber votre temps. Et en fait, ce que tu disais sur ton rapport à la salade de fruits avec tes cousines, en fait, ce qui interroge, c'est notre rapport au temps. Et le rapport au temps, il est paradoxal. On n'a jamais eu autant de temps libre. Mais oui. Nos ancêtres auraient rêvé d'avoir autant de temps libre. Leur vie, c'était du travail dans une vie très courte. Aujourd'hui, on a une vie très longue avec beaucoup moins de travail. C'est-dire qu'il y a un double effet de libération. Ah oui, j'ai lu les chiffres. Mais en fait, aujourd'hui, notre vie, c'est 90% de loisirs. Voilà, il faut le dire. Dans une vie entière, ton travail, c'est 10% de ta vie. Autrefois, c'était 70% de ta vie éveillée. Quand tu étais un ouvrier, la plupart du temps, tu mourrais assez vite. Et en fait, paradoxalement, plus on a libéré du temps libre, plus ce temps a été absorbé par plein de choses, par le divertissement, par les écrans. Donc ce souci constant de gagner quelques secondes, de gratter, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire pour ne pas avoir à couper soi-même le légume. Oh là là, je veux pas avoir à peler ma pomme de terre, parce que mon Dieu, quel temps. Mais ce temps-là, ces 5 minutes, on réfléchit, mais au fait, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on a fait d'ailleurs des 4 heures de moins depuis quand on est passé des 39 aux 35 heures? C'était juste 4 heures de télé de plus, en vrai. Est-ce que ça a été 4 heures où on a lu des livres, où on a passé en famille, on allait faire des balades en forêt, où on s'est cultivé? Non, la plupart du temps, désolé, c'est pas vrai, c'est pas ce que disent les statistiques. On a augmenté notre temps devant les écrans. Notre civilisation est la civilisation qui, au XXe siècle, nous a libérés de la nécessité du travail. Et en fait, on est tombé tout de suite dans le piège du divertissement. Ce qui fait que, paradoxalement, on a toujours l'impression de manquer de temps. Parce que c'est ça qui est dingue. On dira toujours, non, mais si je cuisine pas, si j'ai pas le temps. C'est un peu comme, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de te voir. La réalité, c'est qu'on sait très bien que quand quelqu'un n'a pas le temps de te voir, c'est qu'il n'a pas pris le temps. Alors qu'il aurait pu. Il y a toujours du temps. Paradoxalement, c'est en fait, d'ailleurs, le temps, la ressource qu'il faut traiter comme si elle était sans fin pour bien l'appréhender, en fait. Voilà. Il faut toujours agir comme si on avait tout le temps, et c'est la façon d'en profiter. Quand en permanence on court après le temps, on sauve les petites secondes là, et en réalité c'est la meilleure façon pour ne jamais l'avoir, le temps.
Ah, je vais y réfléchir à titre perso, je vais y réfléchir, il faut absolument Parce que que toi aussi, je suis sûr que tu as l'impression de ne pas avoir le temps. Bah, ouais, parce qu'en fin de compte, mais parce qu'en fait, alors moi, je dirais pour une autre raison. Le public, mes auditeurs me connaissent, c'est parce que je suis une passionnée, donc je veux faire 1000 choses. Oui. Voilà, mais 1000 choses qui passent pas souvent par la télévision, effectivement, et par les écrans. Mais moi, du coup, je rebondissais un peu sur ces GAFAM et je me disais, on a quand même une simplification de l'alimentation, dans le sens où on mange Oui. plutôt la même chose. Par exemple, nous, on dit toujours dans l'alimentation saine et durable, il faut, si on veut que la maman, enfin la famille adopte ce type d'alimentation, il faut surtout pas lui changer sa liste de courses. Donc, ce qui veut dire récurrence et les magasins. Au-delà de l'aspect financier. Et je me dis, mais est-ce qu'en fin de compte, cette simplification alimentaire, est-ce que c'est un vrai progrès ou est-ce qu'en fin de compte, ça flatte encore cette flemme. Je repense même à un bouquin que tu as dû sûrement avoir entre tes mains, le nom de l'auteur m'échappe, Le Bug Humain, où en fin de compte, il y avait cette stimulation, en fin de compte, toujours du plaisir à avoir les choses instantanément. Et donc, du coup, je me dis, à force de simplifier notre alimentation, parce que c'est vrai qu'on ne mange pas de manière très variée quand on va dans les magasins, c'est un peu toujours la même chose. Est-ce que c'est pas aussi du même ordre que la flemme de ne pas vouloir changer nos aliments, dire ah, celui-là, je ne le connais pas, ce goût-là, c'est quoi ce goût-là? Non, trop bizarre, je ne vais pas y aller. Oui, c'est vrai, en fait, la routine est un instinct naturel de l'homme. On veut créer des routines, d'abord parce que ça nous permet de contrôler notre environnement, de rassurer, de nous concentrer sur les besoins qui sont inédits, imprévus, et les dangers d'ailleurs. Donc on veut essayer de routiniser énormément de choses, et c'est extrêmement rassurant. Et c'est vrai qu'on a du mal à changer ses routines, et à la fois c'est quelque chose qui est indispensable. Dans l'état de nature, si on peut, on va être un peu rousseauiste comme ça, cette routine, elle est plus difficile sans aucun doute. En permanence, on était chasseurs-cueilleurs, et donc on trouvait on trouvait ce qu'on pouvait trouver, quoi. Et c'était différent, donc il faut un hectare pour nourrir un chasseur-cueilleur. Tu sais jamais exactement ce que tu vas trouver. Tu sais qu'il y a des moments où c'est un peu plus de chance, mais tu sais d'autres que il y en a pas d'autres. Enfin, tu auras moins de chance. Et puis tu es obligé de bouger tout le temps. C'est pourquoi on est allé sur l'ensemble de la Terre. C'est probablement parce qu'on cherchait à se nourrir, en fait. Pourquoi on a occupé toute la Terre? Parce qu'il fallait aller plus loin. Il fallait se déplacer. Et pas forcément, on marchait pas forcément très très loin en quelques générations, peut-être seulement quelques kilomètres. Mais enfin, petit à petit, on se développait et on trouvait. Et forcément, la diversité, elle était fille de l'imprévu. Quelque part, l'apparition de l'agriculture a été une façon de la mécaniser la sédentarisation, sédentarisation. Ce qu'on peut montrer, c'est que ça n'a pas été très bon pour nous. On a commencé à avoir des problèmes de dents, des problèmes de dos. Notre alimentation devenait plus riche pour certaines. Changer un peu le problème. Et à la fois, elle nous nourrissait rapidement, mais elle n'avait pas les mêmes qualités qu'elle pouvait avoir autrefois. C'était pas tout à fait la nourriture du paléolithique, quoi, qui était très adaptée. Et donc, on a pu rentrer dans une civilisation où on a pu créer des choses qui répondaient aux besoins, mais besoins qui sont nés pour un cerveau paléolithique. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que notre cerveau paléolithique, typiquement, il nous a donné envie de prendre les calories qui étaient disponibles. Donc, quand il y a du sucre, il veut dire qu'il a été créé pour que le sucre soit un truc hyper intéressant, parce que c'est quelque chose qui va t'apporter des calories très très vite. Et donc, il nous a dit, si tu as du sucre, vas-y, fonce, reprends-en, c'est top. Vas-y, pourquoi? Parce que dans l'état de nature, il y en a très peu du sucre, en fait, en réalité. Tu en as un peu dans les fruits, tu en as évidemment dans du miel, mais enfin, tu croisais pas les trucs de miel tous les jours, c'était pas absolument évident. Aujourd'hui, on est dans un monde où tu vas pouvoir avoir tous ces aliments très gras, très sucrés, et ton cerveau du paléolithique te dit mais vas-y, fonce, parce que c'est rare ces trucs-là. Sauf que ton cerveau, il n'a pas compris qu'on était au néolithique, et qu'on était même au 21e siècle, et que c'est plus rare. Donc c'est notre problème alimentaire, il est le fruit de ce décalage entre notre cerveau du paléolithique et notre monde du 21e siècle. Ouais, et puis cette recherche aussi en permanence, mais tu le dis très très justement dans les deux livres, cette recherche du plaisir instantané. Ouais. Et en fin de compte, dans le bug humain aussi, il le disait, ce striatum que tu stimules en permanence, en fin de compte, et c'est ça qui te rend dingue, parce que tu veux toujours, tu te disais, moi je sais pas, quand tu étais petit, que tu voulais t'offrir un super truc, t'économisais pendant une année ton argent de poche et tout, puis quand t'allais te l'acheter, t'étais trop content, t'en profitais et tout, et là maintenant, je dirais avec les 4 fois sans frais, dans l'instant t'as la chose, donc en fin de compte, tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir avoir de plus, et du coup ça m'amène à une question, parce que pour moi, manger, c'est engager son corps.
Ouais. c'est la mastication, c'est la posture, c'est tout. Et en fin de compte, maintenant, tu te rends compte que les gens ne mangent pas à table. Ouais. Ils mangent sur des canapés, ils Mmh. mangent avachis, je le fais en même temps, hein. Ils mangent avachis, ils mangent la bouche ouverte. Ouais. Je sais si tu as vu, ils mangent en parlant, Mmh. ils mangent en téléphonant, ils mangent en regardant des tablettes. Mmh. Et je me dis, est-ce qu'en fin de compte, cette alimentation actuelle, on n'a pas perdu en fin de compte cette dimension corporelle qui était d'être là, présent, voilà, dans l'assiette, dans la mastication. Mmh. Si tu prends l'alimentation molle, par exemple, les dentistes le disent, ils ont maintenant des gens très très jeunes qui ont des problèmes de dents de vieux en Ouais. réalité. Ouais. Donc je sais pas ce que ça t'inspire, parce que du coup, quand je t'en ai parlé tout à l'heure, je dis ah ouais, l'alimentation molle, j'y avais pas pensé, mais regarde, tu prends ces burgers, tu les Bien sûr. écrabouilles là, Ouais. c'est 1 centimètre de nourriture, tu le goulottes et puis une demi-heure après, tu as faim. Ouais. Ouais. Donc tu recommences. Il faut que ça soit très rapide à manger. Il faut que ça ne nécessite pas énormément d'énergie. Ça t'apporte le maximum de plaisir très vite. Il faut aussi qu'il n'y ait pas d'apprentissage gustatif trop long. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose qui te plaise tout de suite et qui plaise à tout le monde à peu près tout de suite. Le goût mamie. Le premier bonbon, le premier bonbon que mange un enfant, il a tout de suite compris que c'était bon. Ouais. Il ne faut pas 20 ans de travail pour apprécier un bonbon. C'est pas tout à fait le vin, hein, quoi. On est dans autre chose. Et là aussi, c'est une caractéristique, c'est que tu n'as pas de travail à faire pour rentrer dans ce monde-là. Ouais. Et c'est là où on peut faire le parallèle avec le rapport à l'art, le rapport à la musique. Autrefois, l'art se méritait, la littérature, l'accès aux choses. Non, mais se la musique méritait. aussi, moi j'ai Voilà. fait le conservatoire, je peux dire, j'en ai Ouais, fait des... Moi aussi, j'ai Voilà. fait le conservatoire, donc je vois très très bien, c'était un truc qui te séparait, soit tu avais étudié, soit tu n'avais pas étudié. Si tu n'avais pas étudié, tu n'avais pas accès. Dans un monde qui ne supporte plus qu'on n'ait pas accès. Quelque part, l'alimentation, cette alimentation facile, molle, elle satisfait à cette nouvelle exigence en fait égalitariste, qui est que tout le monde a accès à tout en permanence. Vous allez tous pouvoir bouffer la même chose, et donc c'est marrant que vous soyez extrêmement riche ou pas. En réalité, à la fin, vous allez quand même finir avec un burger. C'est à peu près marrant, parce que vous finissez finalement à peu près à bouffer la même chose. Quelque part, il y a une forme de formidable démocratie ou d'égalitarisme. Mais en dans fait, ce quand on a rapport. réussi à faire des gens égaux sur plein de choses sans s'en rendre compte, si je t'écoute bien au final. Parce que sur l'aliment, sur la livraison, sur la manière de vivre, sur la manière d'après l'entrée de travail. Hein. Ouais. Autrefois, il y avait des traditions culinaires extrêmement différentes. Alors, selon les familles, selon les pays, selon les régions. Tu ne mangeais pas la même chose, évidemment, je sais pas, en Corse, au Pays Basque et en Bretagne pendant longtemps. Et ce qui est frappant, c'est cette espèce d'uniformisation qui fait peut-être partie aussi du mouvement d'uniformisation, de mondialisation, où il n'y a plus de caractéristiques, il n'y a plus de... ce qui est marrant d'ailleurs, je me posais la question, pendant combien de temps ça va être un argument marketing de dire les plats de grand-mère, les plats de famille, dans un monde où depuis longtemps on sait plus ce que c'est les plats de grand-mère et les plats de famille, parce que ta grand-mère elle savait pas cuisiner non plus. Donc disons que ça a pu marcher une ou deux générations, mais enfin maintenant de plus en plus le plat de grand-mère ça va faire ça éveillerait en personne, quoi, parce que grand-mère elle cuisinait elle faisait les plats préparés surgelés. Donc c'est vrai, et encore quand elle savait cuisiner, si elle n'avait pas un appareil à la maison. Est-ce que pour toi le repas peut être encore un moment, je dirais, dans la cellule familiale où on est de plus en plus seul, évidemment, ça tu le dis aussi, hein, c'est des monocellules, et même quand tu es en présence de quelqu'un, tu es dans ton monde à toi. Et cette semaine, ça me fait penser à quelque chose, j'écrivais que même quand on était dans la cantine professionnelle, les gens mangeaient seuls. Même s'ils étaient à table avec quelqu'un, ils mangeaient seuls, soit ils étaient devant leur casque, leur écran, leur machin. Une personne très connue du milieu m'a écrit, le pauvre il est âgé, et donc en fin de compte ça l'a tellement choqué, il m'a dit mais vous pouvez pas dire ça, c'est quoi les chiffres qui vous permettent de dire ça? Je dis mais monsieur, j'ai pas besoin de chiffres, je me pose à une cantine et je le vois tout simplement. C'était pour lui, il était d'un certain âge, incongru ce que je lui racontais. Donc est-ce que pour toi le repas c'est encore un élément qu'on peut sauver, qui peut structurer encore quelque chose, ou définitivement c'est un moment individuel? Pas définitivement, parce que les choses peuvent changer, ça peut évoluer, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que c'est le symptôme d'une civilisation extrêmement individuelle, où le fait que ça soit un rituel collectif d'agrégation a quasiment disparu. C'est un moment individuel.
voilà, on se fait plaisir tout seul, ou on regarde d'ailleurs de plus en plus, je crois, le nombre de gens qui regardent, prennent leur repas devant la télé seul, en fait. Hein. Ouais. Ça va aussi de pair avec un monde qui est plus seul, un monde où on est plus seul, hein, ou un monde où les solidarités traditionnelles ont disparu, y compris au sein de la famille, où on ne trouve pas le nécessaire de faire société de cette façon-là. C'est très intéressant parce que Norbert Elias, qui est un grand sociologue, a décrit justement le processus de civilisation, et dedans il parle de la façon de manger. D'ailleurs, c'est marrant, il fait allusion à la fourchette. Il dit comme que je crois que la femme du Doge, qui était je sais pas, originaire plutôt d'Orient, le jour où elle avait sorti une fourchette, tout le monde avait trouvé ça affreux, comme étant un signe quasiment barbare, etc. Et que ça avait mis du temps à devenir justement le signe justement contraire à la civilisation. Les rituels de table qui étaient extrêmement élaborés, sophistiqués, codifiés, qui étaient aussi des rituels de pouvoir, de mise en scène du pouvoir. D'ailleurs, on voit encore, ça reste un petit peu sous la forme des banquets, les banquets présidentiels, les fêtes, les dîners de réception, les dîners de gala qu'on peut organiser. Mais c'est des choses qui disparaissent et qui étaient bien plus importantes. Avant, ça durait des jours, c'était beaucoup plus ritualisé. Tout ça, le fait que ça disparaisse, ça montre aussi la disparition des instances de débat et de partage sociaux dans nos sociétés, en fait. Voilà. Je passe aussi à celui-ci, parce qu'il y avait quelque chose qui me turlupinait, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Avant, on pouvait de manière assez spontanée dire ah tiens viens on s'organise un dîner, viens allez on fait un truc sur le pouce comme ça voilà machin. Maintenant on parle de temps de déjeuner organisé, c'est-à-dire que on prend rendez-vous 3 mois à l'avance en disant à ce moment-là on sera tous ensemble autour d'un dîner. Est-ce que tu penses que ou ce dîner, ce déjeuner, enfin ce brunch, appelons ça ce que tu veux. Est-ce que tu penses que ça fait partie maintenant d'un divertissement? C'est devenu une activité de divertissement en fin de compte, ce moment-là qui est hyper organisé, comme le cours de sport ou quoi qu'est-ce. Est-ce que c'est un moment de divertissement? Oui, il y a un truc qui est frappant, je raconte, je ne sais plus dans lequel des deux, mais on dit le taux de no-shows aux événements que tu peux organiser, c'est-à-dire de gens qui avaient dit qu'ils venaient mais qui ne venaient pas, est incroyablement fort. Par exemple, en particulier chez les plus jeunes, tu peux avoir jusqu'à 50% des jeunes qui ne viennent pas. Pourquoi ? Autrefois, quand tu disais oui à une soirée, à un dîner, quand tu organisais un dîner, tu avais conscience que tu organisais un événement collectif qui contribuait justement à ta vocation d'appartenance sociale. Aujourd'hui, ton dîner ou ton déjeuner, ça fait juste partie de tes divertissements, ça fait partie de tes plaisirs. Et c'est pour ça que c'est en concurrence avec plein d'autres plaisirs, et donc tu te dis, tiens, est-ce que j'irai ou pas ? Non, pourquoi pas ? Ce qui est quand même, d'un point de vue social, terrible. C'est-à-dire que tu te rends compte, moi je trouve ça incroyablement impoli. Tu as investi dans ton dîner, parfois, tu as investi, tu as acheté des trucs, tu as investi du temps, tu l'as organisé. Le fait que, de façon complètement délibérée et sans avoir même à s'excuser, tu ne viennes pas au prétexte de non, tiens, j'ai mal à la tête, je reviens, je peux pas venir. Finalement, j'ai un empêchement. Le pire étant les gens que tu invites et qui disent j'essaierai de passer. J'essaierai de passer, je pense que c'est probablement l'explication la plus insultante qui soit. Tu as vraiment envie d'effacer le numéro de téléphone. T'as envie de dire, soit tu viens pas, très bien, tu viens pas, tu as plein d'autres trucs à faire, etc. Soit tu viens, mais soit tu viens. Et moi, je crois, avec ma femme d'ailleurs, qu'on essaye d'être fiable. Voilà, on dit que autant que possible, vraiment, sauf si tu es à l'article de la mort, quand je suis engagé à venir à un truc, j'y vais, parce que je veux pas faire ça à quelqu'un. Mais j'essaierai de passer, c'est une façon de dire, écoute, il y a très peu de chances que je passe, mais je vais peut-être venir en guest star si jamais j'ai vraiment rien d'autre à foutre. Mais a priori, je viendrai pas. Mais voilà, je te le dis quand même. Et tu vas quand même me prévoir, mais pas me prévoir. Voilà, ça c'est quand même caractéristique d'une époque où la charge de l'effort a été inversée. C'est plus à toi en tant qu'invité de faire l'effort. Et du coup, même quand tu organises toi-même, c'est logique. Au bout d'un moment, tu fais plus d'efforts non plus. Tu vois, donc plus personne n'organise rien. Quoi, voilà. Mais en fin de compte, est-ce que c'est devenu socialement acceptable ? Tu vois, moi, par exemple, j'en ai deux. Moi, je leur dis, je fais plus rien. Puis, en fait, compte, ça te désespère de faire des soirées et tout. Mais de manière globale, est-ce que la société accepte ce changement de paradigme, c'est-à-dire d'accepter des gros malotrus qui se permettent de planter. Et puis, tu vois, je pensais à Doctolib où les gens font exactement la même chose au niveau de la santé, prennent des rendez-vous et consomment. En fin de compte, on est dans la consommation. Comme tu le dis, si j'ai rien d'autre à faire, j'irai chez le médecin, en fin de compte, parce que c'était pas réellement urgent mon rendez-vous. Puis voilà. Mais je me dis, comment la société, de manière globale, avec un grand S, elle accepte ça ?
Parce que du coup, c'est Ouais. à l'école aussi. C'est si j'ai du temps, je vais en cours. Si je vais enfin voilà, c'est si je vais du temps, on se demande ce qu'ils font. Et Ouais. comment la société fait pour accepter ça? Il y a des endroits où tu as l'impression qu'elle lutte un peu, par exemple sur les médecins. Là, il était question d'une taxe lapin à un Ouais, moment ouais. donné, mais elle n'a pas eu taxe lapin. Quand tu poses un lapin au professionnel de santé, c'est Ouais. normal. Il avait réservé un créneau. Ouais. C'est même complètement, c'est même un manque de respect. En plus, dans un système où tout est remboursé, parce que ça veut dire que tu prends la place de quelqu'un qui était vraiment malade. Mhm. Et ça, quand même, c'est pas très acceptable. Parce que si tu viens pas, Ouais. c'est que tu n'avais pas Ouais, besoin. ouais. Donc, Mais c'est ça. il y a un côté inacceptable et antisocial quand même, Ouais, effectivement, ouais, qui mais la justifierait. société, à t'entendre et à lire, en fait, contre les exemples que tu donnes, elle accepte ce changement sans se révolter Ouais. en disant pas, mais il va falloir remettre un peu Malheureusement, d'ordre. on l'accepte. Regarde, le taux de nos choses dont je te parlais, c'est Ouais. pris en compte maintenant quand tu organises des événements. Voilà, tu as 50, Oui, dans les 30% de nos restaurants choses, y aussi, compris ouais. privées, y compris avec Ouais. des amis. Ouais. Tu sais que tu auras une partie de gens relativement importante qui ne viendra pas. C'est quand même tout le problème du passage du droit créance, du droit possibilité au droit créance. C'est-à-dire du droit de au droit à. Le droit à, c'est le droit créance. Le droit de, c'est le droit de faire. Ok, mais le droit de, ça veut dire si tu le prends, il faut que tu le prennes, le droit. C'est un droit que tu dois exercer. Le droit à, c'est un droit qui renverse la charge de l'action. Le droit à, c'est à l'autre de faire. Et on est passé dans une société où le droit à liberté, le droit de, a disparu au profit du droit à. J'ai droit à ce qu'on me fasse ça, à être tranquille, etc. C'est pas le droit à liberté. Et ça, évidemment, ça a des conséquences Et est-ce que catastrophiques. l'outil numérique, tu vois, ces plateformes, donc l'éloignement, en fin de compte, que tu as avec la responsabilité, Ouais. parce que tu vois, genre, tu vas lui faire un mail, genre, tu vas lui faire un WhatsApp, genre, tu vas lui faire même le minimum, ou un Snapchat, ou un Insta, mail, un mail. Non, mais comment ça, tu te rappelles pas, je t'ai fait un message sur Instagram et tout, enfin, truc un peu hallucinant. Est-ce que tu penses pas, c'est aussi ce qui aggrave cette flemme de faire l'effort social, de dire, bah, je prends mon téléphone, je me décommande, ça peut arriver. Je la vois même là, la flemme, tu vois, dans la manière de se comporter, dans l'excuse ou dans le comportement. Est-ce que toi, tu penses que... Ouais. Tu as tout à fait raison. La médiation, le médium, pardon, parce que un médium, des médias. Mais bon, le médium a un effet sur cette flemme parce que justement, il fait écran à la gêne qu'on pourrait avoir. On ne dit pas les mêmes choses en face à quelqu'un et sur les écrans. On voit sur les réseaux sociaux. Bah ouais, comment tu te fais plaquer? Et alors, exactement, plaquer est beaucoup plus facile d'un SMS que d'aller expliquer. D'ailleurs, de la même façon, on le voit aussi pour draguer, pour essayer de séduire. C'est plus facile d'écrire ou même parfois de faire écrire par la machine maintenant à ta place. Il y a des applis qui écrivent, qui draguent pour toi. Et après, tu n'as plus à prendre... En fait, c'est un peu c'est ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, on mange sans s'engager physiquement. Et ben, c'est la même chose. On est en relation sociale sans s'engager physiquement. C'est un truc de dingue, en fait. Tu ne dragues pas physiquement, tu ne largues pas physiquement, tu n'es jamais vraiment là, en fait. Mais en fait, tu n'es plus dans ton, tu n'es plus dans ta vie. Dans ton corps. C'est-à-dire que tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu as à faire. De tes actes. De tes actes, voilà. C'est un peu peut-être la conséquence d'une forme de timidité. En tout cas, ça sert à mais en tout cas, ça la cultive. Hein. En tout cas, ça la cultive. Ça va la cultiver. Mais oui, parce que être soi-même en vrai, ça veut dire rentrer dans le monde réel. Et puis, c'est Lacan qui disait le réel, c'est quand on se cogne. Voilà, parce que dans le réel, tu te cognes. Il y a des gens, il y a du réel, il y a quelque chose du hard facts. Ouais, c'est vrai. Et là, dans ce monde virtuel, tu as l'impression que tout est à l'état gazeux, tout est mou, en fait. C'est un peu comme tu traverses comme le baba, en fait. Voilà, et comme l'alimentation molle. Et tu vois, du coup, il y avait une idée qui me reviendra tout à l'heure. Et toi, tu parles en fin de compte que de rite de passage. Hein, tu en parlais tout à l'heure en Afrique. Moi, je me rappelle de ce livre que j'avais lu sur ce jeune Africain qui partait, voilà, machin. Et en fin de compte, ça permettait d'apprendre l'effort, le sentiment d'appartenance et tout. Si moi, je fais le parallèle avec la cuisine, tu n'as plus de grands... Alors, tu n'as pas de parents qui vont t'apprendre la cuisine. Tu n'as pas de grands-parents. C'est quasiment fini. Mais en fin de compte, est-ce que ça veut dire que c'est la fin d'une alimentation à peu près bien cohérente et tout? Ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut se passer et on peut revenir? Parce que là, on a perdu tout un tas de fondamentaux, de manières de manger, ou de choses comme ça. Est-ce que tous ces rites, moi, par exemple, ma mère m'a appris, ma grand-mère a appris à ma mère, ma grand-mère me montrait quand j'étais petite des trucs. Bon, je suis d'une autre génération. Et moi, j'ai vraiment le plaisir, je raconte toujours ma vie aux auditeurs, d'avoir un neveu qui est indonésien et qui me voyait cuisiner quand j'allais chez lui, il a 20 ans. Et il me disait, mais tata, ce qui m'a donné envie de faire la cuisine, c'était de te voir nous cuisiner français à la maison.
Parce que Ouais. moi, j'ai dit, mais d'où c'est venu cette idée? Je lui dis de faire cuisiner. Il me dit, c'est de t'avoir vu. Et je me dis, mais un, tu vis seul. Deux, tu refuses l'effort. Tu refuses tous ces rites de passage, d'apprendre avec la grand-mère et tout. Et je me dis, mais ça veut dire que c'est perdu pour la gloire, ça? C'est difficile, il ne faut pas insulter l'avenir et c'est Ouais, très difficile de savoir ce qui va se... Tiens, t'es gauchère comme moi, mais... ouais. ce qui va finir par se passer. Mais pour que ça s'inverse, hein, il faudrait que notre relation au temps, notre relation à la transmission, notre relation à la société, c'est-à-dire à autre que nous, à l'altérité, Ouais. change. Pour l'instant, il n'y a aucune apparence, enfin, en tout cas, il n'y a aucun symptôme du fait que ça change. La chute de la natalité, par exemple, c'est lié au fait que tu n'acceptes plus de passer en premier dans ta vie. Ouais, c'est vrai. De ne pas passer en premier dans ta vie. C'est-à-dire que avoir un enfant, c'est tout d'un coup être au service Ouais. de quelqu'un pour toujours. Voilà. Et forcément, c'est une perspective qui est très différente et qui est plus celle de ton plaisir immédiat. C'est des sacrifices. Voilà. Et on n'a plus envie de faire des sacrifices. Si le but de ta vie, c'est maximiser tes plaisirs, tu vois pas pourquoi tu t'emmerderais naturellement. Ou alors si on regarde l'espoir, moi je suis de ceux qui pensent avoir de que l'espoir. il faut garder, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas tout de suite sur la civilisation hédoniste, de hédonner le plaisir. Ouais. C'est-à-dire une civilisation qui a abandonné les morales de la souffrance rédemptrice et expiatrice. Ça disparaîtra. En revanche, on peut progresser vers une civilisation hédoniste, intelligente, qui a compris que on peut cultiver des qualités de plaisir, qu'il y a des choses fondamentales qu'on a oubliées, que le fait de faire partie de la société, de lier des liens sociaux, fait partie de notre devoir en tant qu'être humain et de ce qui nous rend heureux profondément, parce que c'est notre vocation. Que le fait de faire des efforts fait partie de notre vocation. Et donc l'idée aussi que cultiver une forme de sophistication dans sa vie sociale et dans ce qu'on consomme à travers l'alimentation par exemple, de même que dans sa vie culturelle, ça fait partie des choses qui vous rendent plus heureux. Voilà, moi je souhaite, et je pense que pour le coup c'est possible, qu'on soit dans une civilisation où de plus en plus de gens redécouvrent qu'être humain c'est ça. C'est ça, d'ailleurs, le processus civilisationnel de Alain Norbert Elias, mais c'est le processus de sophistication qui est notre processus qui te rend, d'ailleurs, qui te rend humain, d'ailleurs, vraiment au sens propre, enfin, au sens où, quand Cicéron parle des humanitas, c'est les savoirs, les pratiques qui te rendent vraiment humain. C'est ça, les humanités. Les humanités. Est-ce que cette flemme, elle est, comment dire, elle peut aussi dépendre du niveau d'études, du niveau social, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est toute couche sociale confondue? Je me pose la question, alors, dans la tyrannie du divertissement, je dis que malheureusement, le décalage et les déséquilibres d'utilisation du temps à soi, malheureusement, sont très différents, enfin, sont très segmentés socialement. Je pense que un peu le rapport à l'effort, et dans le livre, je cite des travaux qui parlent du sens de l'effort, qui montrent que quand même, ce que transmettent les classes sociales dirigeantes, enfin, les classes sociales, supérieures, comment dire, les classes sociales aisées, c'est justement un sens de l'effort. D'ailleurs, si ce sont les enfants de profs qui ont les meilleurs résultats scolaires, c'est parce qu'ils transmettent évidemment la connaissance du réseau, des arcanes, mais aussi ils transmettent une discipline de soi, un rapport au travail qui n'est pas le même. Et donc, oui, il y a une différence sociale importante dans la transmission du rapport au travail, du rapport à l'effort, du rapport à la mise à distance du plaisir immédiat, ce qui fait une différence terrible après dans les... Ça contribue à la reproduction aussi de l'avenir social. Hein. Quand on t'a appris à justement, à essayer d'aller plus loin dans tes passions, à essayer d'aller au fond de ce qui pouvait t'intéresser, et que ça passait par des moments de discipline. On parlait du conservatoire. Conservatoire, c'est une école extraordinaire hein, de la vie. Hein. C'est exigeant, il faut apprendre des règles, il faut être soumis à plein de choses, mais tu sais ce que tu achètes. Ce que tu achètes, c'est cet accès incroyable à une capacité ineffable, celle de la production de la musique, comme quelqu'un ce qui me fait rêver parce que je suis totalement nul, qui sait dessiner. Voilà, pour moi, c'est une capacité quasi divine, quoi. Voilà. Et moi, faisant de la musique, je mesure ce qui me manquerait si je n'étais pas capable d'en jouer, en fait, et ce que j'ai gagné à apprendre à en jouer. Voilà. Et je crois que ça, c'est donné par des éducations qui vont être très orientées. C'est pas nécessairement une question d'argent, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on sait par exemple que si on regarde les civilisations asiatiques est très très forte là-dessus parce que c'est des cultures familiales où on va beaucoup pousser, où on va avoir aussi une culture du sens de l'effort
d'effort qui est très très forte, avec d'ailleurs des résultats qui sont incroyables. Hein. Ah Vous oui, arrivez le classement PISA. Non, mais exactement. Et puis en quelques générations, même aux États-Unis, hein, les familles d'origine asiatique sont supérieures en revenus aux revenus des Blancs, n'est-ce pas? Parce qu'on a des stats ethniques aux États-Unis. Donc on sait très bien ce qui se passe. Voilà. Tu utilises dans ton livre des mots qui, à mon avis, sont démodés: hygiène de vie, discipline. Ouais. Donc donner la discipline, bon déjà, pour C'est ceux vrai. qui ont connu, ils savent ce que ça voulait dire. Ouais. Et en fin de compte, on voit bien que les jeunes, quand on leur parle avec ces mots-là, déjà, quand ils les comprennent, et en définitive, comment on fait pour redonner un langage qui soit commun, où en fin de compte, ils comprennent qu'il faut reprendre en fin de compte sa vie un peu en main, avoir le sens de l'effort. Moi, j'ai quand même des étudiants, je sais pas si toi, à 22 ans, qui sont déjà bourrés de médicaments, de machins comme ça, et qui disent: mais madame, moi, si je les prends pas le matin, je me lève pas à 22 ans, quoi. Et je me dis, mais alors là, on est là, je lui dis: mais vous allez faire comment dans le monde du travail pour arriver à l'heure? Je lui Ça va dis: mal se passer. L'entreprise va pas. Est-ce que la société va devoir s'adapter à ça, quoi? Je lui dis: oh là, moi, je me pose vraiment la question. Je me dis, on est dans la flemme, mais on est aussi dans une forme de flemmardise qui entraîne derrière, pour moi, une forme de dépression. C'est ce que je trouvais quand même au travers de certains exemples. Moi, je trouvais que ça tendait un peu à la dépression. Alors, c'était peut-être pas ce que tu voulais expliquer, mais tu vois, c'est de me dire, mais en fait, compte, je suis dans une forme d'état dépressif. Ouais. Une forme d'abouli, incapacité à décider. On veut rien parce qu'on n'a vraiment jamais eu de limite. Et on veut rien aussi parce qu'on n'a pas de passion. Il y a un paradoxe dans la discipline. À la fois, effectivement, tu rappelais, la discipline, c'était le fouet, et puis c'était très mal vu. Et puis, on a en fait déconstruit méthodiquement tous les endroits où il y avait une relation maître-élève. Et à la fois, regarde, on est fasciné par Star Wars et le fait que tu es un maître et un disciple. Ouais. On est fasciné par Harry Potter. Harry Potter, c'est l'école anglaise, Ouais. la boarding school dans toute son dans Ouais, toute bien sa sûr. dureté. Tu pars de chez tes parents, tu es dans T'es une tout boarding jeune et school, tout, tu es ouais. tout jeune, où tu as un cursus extrêmement dur qui va. Mais pourquoi c'est le pensionnat extraordinaire? de Chavagne. Non, mais exactement, c'est le pensionnat, mais sauf qu'en fait, si c'est pour devenir un sorcier, bah, tu trouves ça génial. Et si c'est pour devenir un Jedi, tu trouves ça formidable. Bah, en fait, c'est parce qu'on a oublié que l'éducation, c'était quelque chose qui te transformait en un truc formidable qui est le toi adulte pour aller faire des métiers formidables. Alors sans doute, notre problème, c'est qu'on n'arrive plus aujourd'hui, on facilite plus la capacité à trouver quelque chose qui te passionne. Quand tu es passionné, tu arrives toujours à trouver l'énergie. On disait que les enfants, les jeunes n'étaient pas plus flemmards aujourd'hui qu'hier, sauf qu'ils sont dans une société où comme il n'y a plus de raison de faire l'effort, comme tu as du plaisir tout de suite, tu vas beaucoup moins chercher ce qui va te mouvoir sur la durée. Tu vas avoir plus de mal à trouver un truc qui t'enflamme, à aller au bout de ta passion. Il y avait un super documentaire sur Arte sur les jeunes danseurs de l'Opéra de Paris, qui est magnifique, sur les Graines d'étoiles, ça s'appelle. Et tu vois des enfants, des 7, 6, 7 ans en fait, poursuivre quelque chose d'extraordinairement difficile, risqué, incertain, dur, loin de chez eux. Mais alors pourquoi ils sont pas maso, tous ces enfants-là? Mais parce qu'ils sont portés, comme on fait de la musique de la même façon, etc. Ils sont portés par la passion et parce qu'ils comprennent qu'à travers ça, c'est un véhicule pour arriver à une espèce d'exaltation qui est, c'est l'équivalent de devenir Jedi ou sorcier. Tu deviens danseur professionnel. Et comment tu expliques le paradoxe? Et puis après, on va clôturer cet entretien. J'admire les chefs de cuisine, tu vois, moi je regarde l'alimentation, j'admire Top Chef, j'admire machin, je veux faire des gâteaux et tout. Et à l'école hôtelière, échec, on arrête. Ah mais en fait, compte, nous on avait vu le côté, il fait des jolis gâteaux, il est à la télé, c'est rigolo, il passe à la machin. Mais derrière, on n'y arrive pas. Et donc il y a tout un pan de métier. Donc, tu vois, moi, je pense au métier de bouche, vu que moi, mon secteur, c'est l'alimentation, où là, on va recruter comment, on va faire comment, parce que là, c'est vraiment un métier du travail. Et ce qui enchaînera sur la deuxième partie, et un sujet que tu traites, c'est les robots, enfin voilà, toutes ces choses-là. On fait comment? Je visitais une usine, c'était pas de l'alimentation, c'était l'usine où ils préparaient des commandes pharmaceutiques. Il y avait beaucoup de robots, puis il y avait encore quelques personnes qui travaillaient, c'était pas totalement robotisé. Je disais, mais donc, vous remplacez beaucoup les gens par les robots, et la personne qui dirige l'usine me disait, mais non, c'est le contraire. On met des robots parce qu'on trouve plus les gens pour travailler. C'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est frappant, en fait. En effet, beaucoup de gens
à la fois admirent ceux qui, c'est peut-être les grands faiseurs, si vous voulez, si tu veux, ils admirent peut-être parce qu'il y a aussi ce problème qui fait que on a tous envie de devenir youtubeur. On a l'impression que le youtubeur, c'est celui qui a la gloire et l'argent sans avoir à travailler, quoi, sans avoir à faire l'effort. C'est Donc toi, tes enfants, tu les as fait travailler sur TikTok, hein? Oui, je les ai mis sur TikTok justement parce qu'ils ont très bien vu le travail que ça représentait. Ils mesurent très très bien ce que c'est que d'avoir une chaîne, que développer des contenus, que de réfléchir. Et je raconte que c'était une façon de les initier à l'envers du décor. Mais justement, beaucoup de gens, ils ne voient que Dubaï, l'argent facile. Et donc, ils disent, tiens, moi aussi, j'ai envie d'être un grand cuisinier. Mais ils ne voient pas que derrière le grand cuisinier, derrière, on pourrait dire, le grand pianiste, il y a des dizaines de milliers d'heures de travail, il y a une contrainte sur soi énorme, c'est vivre sa vie comme un athlète, en fait. C'est quasiment d'ailleurs athlétique, au sens où il faut être en parfaite forme physique, c'est être sur la brèche, dans un état d'esprit d'éveil et de volonté d'aller plus loin, que la plupart du temps, ces passions, parfois on a l'impression que c'est des concours, mais pas du tout, c'est un concours contre soi-même, c'est un travail de dépassement. En permanence, c'est contre vous-même que vous jouez pour aller plus loin que ce que vous étiez. Voilà. Et ça, c'est un truc qui n'est pas visible, et donc beaucoup de gens doivent tomber des nues quand ils arrivent, et puis tiens, c'est pas du tout ce qu'on m'avait raconté. Il faut travailler, c'est fini le rêve. Il faut bosser, dis donc. Est-ce que tu penses que l'alimentation, moi j'ai fait ce parallèle quand j'ai lu, mais parce que moi je suis à fond là-dedans, c'est un est-ce que c'est un des exemples les plus visibles de ce que toi tu appelles l'ère de la flemme? Est-ce que c'est un des exemples, enfin moi c'est ce que ça m'a paru, mais maintenant, est-ce que toi, après cette conversation, tu penses que c'est un exemple visible? C'est marrant parce que quand je t'avais répondu, de façon tout à fait sérieuse, en disant, tu sais, l'alimentation, on parle pas du tout. Hein. Mais si, tout et le en temps. fait, c'est vrai, j'avais même pas pensé qu'en réalité, on en parle beaucoup et qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment, encore une fois, qui est à la fois le symptôme de beaucoup de choses qui se passent, qui fait ressortir beaucoup de choses qui se passent et puis qui alimente aussi, sans jeu de mots, mais qui va alimenter des choses qui se passent civilisationnellement. Je veux dire, c'est quand même un des actes essentiels, c'est une partie des besoins fondamentaux, ce besoin dans la pyramide de Maslow, mais un besoin dont on a fait aussi un signe de civilisation, au sens, la civilisation, c'est s'élever au-dessus de sa condition animale, en fait. La cité, c'est aussi ce qui est apparu, c'est une forme plus élevée d'existence qui n'était pas la forme première de tribu, qui a été celle de chasseurs-cueilleurs pendant longtemps. Donc c'est intéressant, ce processus de civilisation, de voir que 10 000 ans après, puisque le néolithique c'est environ 10 000 ans, on arrive à une sorte de butée ou de passage, on dit que c'est une sorte de fin d'époque, et on ne sait pas très bien où ça mène. Est-ce qu'il y aurait une décivilisation? Disons que ça ne fait pas toujours plaisir ce qui advient, parce qu'une civilisation où tu es de plus en plus seul, où tu déprimes, où tu manges un truc de plus en plus uniformisé, et de plus en plus en réalité sans goût, derrière l'extrême du goût, parce que finalement on met plein de sucre et de sel pour faire oublier les diversités du goût. Je suis peut-être un vieux ronchon, je fais peut-être un vieux ronchon à l'ancienne, mais enfin, on peut quand même regretter, quoi. Ça paraît pas un truc fondamentalement très excitant. Voilà. J'ai peut-être deux petites questions, j'en sais rien. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Alors, quand je dis inquiète, attention, je mets Est-ce que c'est le manque d'effort? Ou est-ce que c'est le fait qu'on s'y habitue et qu'ad vitam, ça s'aggrave encore, ça s'aggrave plus? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce manque d'effort est en réalité très mal réparti dans la population et qu'il est créateur d'inégalités terribles, en fait. Il est très polarisant. Si l'avenir de la société est à une société de plus en plus polarisée, c'est parce que justement, on a cet effet sur l'effort qui va perdre beaucoup de gens, et d'autres gens vont faire les efforts et que ça va polariser la société. C'était moins le cas autrefois puisque tu n'avais pas le choix, tu es obligé de faire les efforts. Donc tu avais une sorte d'unicité, ça pouvait créer une sorte de société de classe moyenne en quelque sorte. Et malheureusement, ça plus les technologies qui sont très bipolarisantes, on a malheureusement un avenir qui est, je ne le souhaite pas mais je le prévois, qui est de plus en plus inégalitaire. Parce que tu vois, on n'en a pas parlé, mais de toutes ces applis qui t'assistent pour manger, qu'est-ce que toi parce qu'elle qui te conseille en fait ce que tu dois manger, parce que toi-même t'es plus capable de réfléchir à ce qui est bon pour toi, c'est-à-dire qu'elle te dit voilà, avec ta morphologie, ton machin, enfin tu les connais toutes ces applis là, et je me dis mais il y a un film dont tu parles et que j'ai vu et revu mais le nom va m'échapper parce qu'on c'est Idiocratie. Voilà, et je me dis mais est-ce que c'est Idiocratie? Est-ce que moi c'est le truc que je conseille tout le temps d'aller voir. Je dis mais mon Dieu, j'ai pas envie d'une société comme ça. Alors là c'était des crétins qui faisaient des enfants ensemble parce que les gens riches et intelligents ne faisaient plus de gens ensemble. C'est incroyable, c'est le film le plus
violent Alors, et disrupteur, et pourtant qui est vu comme une blague, une comédie, ah mais en non, fait, il est hyper violent. non. Parce Ah qu'il ouais, explique que le problème, c'est que les gens cons font plus d'enfants et que les gens intelligents en font pas. ouais, Et que donc, comme ça s'érite beaucoup l'intelligence, au bout d'un moment, tu auras une civilisation d'abrutis. voilà, c'est C'est ça. violent quand même, Ah ouais, ouais, parce ouais, que c'est le ouais. début, hein, c'est exactement les 5 premières minutes du film. C'est ça. Et donc, tu vois, moi, quand je me rappelle du gars qui est sur son fauteuil toilette en train de manger en même temps, Ah oui, tout c'est en ça. regardant Tout en l'espèce de regardant truc un truc débile. de boxe ou de wrestling ou je sais pas quoi. Ouais. Et il voit un type qui passe par sa fenêtre et bon, il bouge pas Ouais. plus que ça. Et je me dis, mais sérieux, c'est quand même pas ça la société de Ouais. demain. En plus, ce type, il est avocat dans le film. Ouais, d'ailleurs. ouais, Il fait ouais, partie ouais. de l'élite en réalité. Ouais, c'est l'élite. Et je me dis, mais c'est quand même pas ça la société de demain. Il y a un aspect idiocratie au sens où, oui, et encore aujourd'hui, plus aujourd'hui avec l'IA générative, Mhm. on a une intelligence artificielle qui va nous proposer de nous éviter les efforts, y compris l'effort de réfléchir, l'effort de décider. Finalement, aujourd'hui, le fait que tu aies plein d'algorithmes qui te proposent les contenus à consommer ou ce qu'il faut regarder, c'est quelque chose déjà qui va choisir à ta place. Mhm. Et de plus en plus, Donc il va te libérer du temps de en cerveau. fait, c'est un des aspects paradoxaux de la même façon qu'on on a appris à sauter sur les calories. C'est-à-dire qu'on a toujours sauté sur les calories, donc on continue à sauter sur les calories aujourd'hui, alors que c'est plus adapté dans le monde d'aujourd'hui. Et ben, autrefois, la volonté de liberté, elle était un adjuvant à notre activité. Ouais. Aujourd'hui, cette volonté d'économiser de l'énergie et de pas s'emmerder et de survivre, elle est renversée dans la civilisation d'aujourd'hui parce qu'elle se renverse en abouli et en volonté de donner à quelqu'un d'autre la capacité de C'est- décider. Voilà. Ouais. En fait, la liberté, c'est super dur. En Ouais. fait, la liberté, c'est très exigeant et on n'a pas tellement envie. En Ouais. réalité, c'est un poids tel, puisque la liberté demande de l'énergie. Or, l'énergie, c'est ce qu'on a été programmé pour économiser le plus possible. Mhm. C'était tout à fait formidable dans le monde de chasseurs-cueilleurs, mais dans le monde d'aujourd'hui, Ouais. c'est catastrophique parce que beaucoup d'entre nous vont abdiquer la liberté. Ouais. Parce que c'est le plus agréable, parce que c'est le moins dur, c'est le plus économe en énergie. Voilà. C'est dur en fin de compte. Hein. Être libre, c'est hyper dur. Ouais, Être libre, ça vrai. demande consommer de l'énergie, d'utiliser son cerveau qui consomme beaucoup d'énergie, de prendre du temps, de lutter contre tout ce qui autour de nous crie ne fais pas l'effort, ne décide pas, ne fais pas, on va le faire à ta place, viens comme tu es, ne fais pas d'effort sur toi-même même. Bon, Voilà. autorise-moi la dernière question. Je me l'autorise Vas-y. parce que c'est l'influence des GAFAM, moi, qui m'inquiète énormément. Et quand j'inclus les GAFAM, j'inclus aussi tous les gens de l'IA, enfin, tous ces gens là-bas basés aux États-Unis qui ont envie de nous faire du bien, en vérité. Et je me dis, mais en vérité, ils ont tellement régenté notre vie, réglementé notre vie. Et c'est comme, tu sais, un long poison et on ne s'est pas rendu compte, en fin de compte, qu'on s'était installé dans cette espèce de... Et je me dis, mais est-ce que tu penses qu'on est capable de mettre le coup de pied dans le fond de la piscine et de remonter et de se redonner? Parce que avoir de l'effort et faire de l'effort, c'est pas facile. Toi, te dire, je me lève à 5 heures du matin, tu le disais, je prends un train, je vais à la fac, je vais donner mon cours, la journée est longue et tout. Tu vois, il y en a. Moi, j'ai une étudiante la dernière fois, elle me dit, ah, Mme Doppler, on va plus pouvoir prendre l'ascenseur à l'école. Et elle me dit, vous vous rendez compte, une fois par semaine, il va falloir que je monte 8 étages. Et je lui fais, ah bon? Ça va te faire du bien? Et ben, je vais vous dire, ça fera tes 10 000 pas par jour. Elle dit, mais c'est grave. Mais, toi, et je me dis, mais avec tout ce lent poison qui nous distille, est-ce que tu penses que ce coup-là, il peut remonter? Je n'ai pas la réponse. Moi, je vois du côté de l'alimentation. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Parce qu'il y a tellement de facilité, ça donne. Je te livre en 20 minutes, je te fais ta pizza, je te fais ton burger, je t'explique que tu bois ça maintenant, tu vois, je ne dois pas dire la marque, mais le truc au kéfir, ça te fait du bien pour ton microbiote et tout. Je me dis, mais pourquoi on ferait encore des efforts pour cuisiner Mais je suis comme toi, je vois pas de signe en fait ou de possibilité, de mécanisme qui pourrait interrompre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque finalement tous ces mécanismes jouent dans le même sens en fait. Donc il y a pas de, encore une fois, il y a une petite minorité, il y a des petites élites qui vont cultiver d'autres choses, qui vont résister, mais ça va pas être le mainstream. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, demain les robots humanoïdes vont être une brique de plus dans tout ce qui va contribuer à éviter l'effort, à nous l'épargner. En fait, l'avenir, c'est comme c'est Wall-E.
je crois, c'est pas iRobot, c'est Wall-E, avec un avenir où tu vois qu'il y a des humains tous obèses, incapables de bouger, complètement sédentaires, qui ont laissé la machine prendre. Et voilà, donc il y aura une partie, d'ailleurs, obésité fait partie aussi des choses qui se développent, hein, c'est pas par hasard. Hein. Sûr. Il y aura une bonne partie de l'humanité qui correspondra à ce scénario. Je vois pas très bien comment on pourrait l'éviter. À l'heure actuelle, voilà. Ouais. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses. On est souvent surpris de ce qui se passe finalement. Alors peut-être que le prochain livre d'Olivier Babot, ce sera un livre sur l'alimentation. Mais en attendant, déjà, je vais le remercier. Et je ne peux que vous encourager à lire L'Air de la flemme, que j'ai adoré, j'ai lu en 2 jours. Et pour ceux qui auront aimé La tyrannie du divertissement, il y a d'autres livres évidemment d'Olivier Babot. Oui. Mais en fin de compte, c'est un miroir qui a été difficile. Hein. Même moi, je me dis, ah ouais, quand même, Sandrine, arrête Netflix des fois le dimanche. Arrête de binge-watch. Totalement innocent. Non, bien sûr. Je suis le premier à le dire d'ailleurs. Non, bien sûr. Évidemment, c'était un miroir, mais même personnel. Et tout à l'heure, tu as une phrase qui m'a un petit peu travaillé. Et peut-être que le prochain livre, tu feras peut-être le parallèle avec l'alimentation. Ouais. Il est déjà en route ? Il est déjà en route, oui. D'accord. Voilà. Bon. Merci beaucoup Olivier Babot. Merci de ton invitation. Au revoir. Salut. Merci Olivier Babot pour cet échange. Pour ceux qui souhaitent prolonger en fin de compte leur réflexion, je conseille L'Air de la flemme ou La tyrannie du divertissement. Et puis n'hésitez pas à laisser sur les réseaux sociaux vos commentaires, vos remarques, me dire quels invités vous aimeriez que je fasse venir sur le plateau. Et s'il est disponible, il viendra. En attendant, merci de votre fidélité et je vous dis au mois prochain.